Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des idées fortes tirées de la traduction française de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mhm. L'idée, c'est de regarder de plus près sa vision de l'argent, de la richesse, sa mentalité financière, quoi. Qui est souvent un peu à contre-courant, c'est vrai. Exactement. Ça bouscule les conseils habituels. Alors, voyons voir ça de plus près. Dès le début, l'auteur nous met face à un contraste saisissant. Oui, le fameux père pauvre et père riche. C'est ça. Son père biologique, très instruit, plein de diplômes, mais toujours un peu juste financièrement. Mhm. Et le père de son ami, moins d'études classiques, mais un vrai sens des affaires. Et c'est ça qui l'a marqué. Oui, il suggère que le plus gros de l'éducation financière, ça se passe pas à l'école. Plutôt à la maison. C'est une idée forte du livre. Il dit même qu'un père entraînait son cerveau financier, alors que l'autre le laissait un peu s'endormir, quoi. C'est d'une image. Et ça pose la question de l'influence de notre environnement direct sur notre rapport à l'argent. Et ça nous amène, en fait, à la première grande leçon du père riche. Laquelle? Euh, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Ah oui, ça c'est central. Et ce n'est pas juste une question de combien on gagne au départ, hein. C'est plus comment fonctionne l'argent, comment le faire fructifier. C'est bien illustré par cette anecdote quand il est jeune, là. Oui, quand il travaille pour le père riche. Exactement. D'abord pour presque rien, 10 centimes de l'heure, je crois, Une somme ridicule, oui. plus carrément gratuitement. Mhm. Et le but, c'était pas le salaire, mais de le forcer à réfléchir, à trouver comment créer de l'argent. Voilà. Sortir de la logique temps contre argent. C'est le moment où le père riche lui dit «Sers-toi de ça», en montrant sa tête. Exactement. Et ça mène directement à sa fameuse distinction entre actif et passif. Ah, le point clé, hein. Oui. Sa définition est très simple, presque trop simple pour certains. Un actif, ça met de l'argent dans ta poche, Et un passif? ça en sort. Point. C'est une définition très personnelle, non? Différente de la compta. Tout à fait. C'est une définition d'investisseur centrée sur le flux de trésorerie. Et selon lui, même la maison où on habite, C'est souvent un passif. oui, parce qu'elle coûte de l'argent tous les mois, emprunt, taxes, entretien, sans en rapporter directement. Ça va à l'encontre de ce que beaucoup pensent. Carrément, ça remet en question le rêve de la propriété comme étant forcément un bon investissement financier. Et ça explique peut-être pourquoi tant de gens sont coincés dans ce qu'il appelle la rat race. Oui, cette course de hamster, là. Comment on tombe dedans, selon lui? Principalement à cause de deux émotions, la peur et le désir. La peur de manquer d'argent. Exactement. Ça nous pousse à accepter un job, n'importe lequel, parfois, juste pour la sécurité. Et puis vient le désir. L'envie d'acheter des choses. Oui, qu'il appelle parfois l'avidité. Dès qu'on gagne un peu plus, on dépense plus. Pour une plus belle voiture, une plus grande maison, Et on est reparti pour un tour. c'est ça, le cycle. L'image de l'âne qui court après la carotte. Il dit que reconnaître ses émotions, c'est la clé pour ne plus être leur marionnette Il faut arrêter de réagir. et commencer à réfléchir, stratégiquement. L'ignorance de ces mécanismes nous rendrait vulnérables. D'où cette autre leçon importante, travailler pour apprendre, pas pour l'argent. L'histoire de la journaliste est intéressante là-dessus. Ah oui, celle qui était très bonne rédactrice mais refusait d'apprendre à vendre. C'est ça. Le père riche lui aurait dit que si elle ajoutait la compétence vente à son talent d'écriture, ses revenus pourraient exploser. Mais elle bloquait là-dessus. Voilà. L'idée, c'est donc d'accumuler des compétences variées. La vente, le marketing, la compta, l'investissement. Même si le job qui permet d'apprendre ça paie moins au début, c'est un investissement en soi. Tout à fait. Ce qu'il nomme l'intelligence financière, en fait, c'est un mélange. De compétences techniques, Oui. Savoir lire les chiffres, comprendre un marché. Et aussi un état d'esprit. voir les opportunités. Là où d'autres voient des problèmes, des risques. Et aussi ne pas avoir peur de l'échec. Il cite des exemples comme le colonel Sanders, Qui a essuyé plein de refus. où cette mentalité de «souvenez-vous d'Alamo» transformait une défaite en carburant. Bon, alors si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'on se tient de ces passages? D'abord, l'importance d'une éducation financière qui va au-delà de l'école. Ensuite, cette distinction actif-passif pour vraiment construire quelque chose. Faire travailler l'argent pour soi et pas l'inverse. Gérer ses émotions, la peur, le désir pour prendre de meilleures décisions. Et toujours apprendre. Mettre l'apprentissage de compétences avant le gain immédiat. C'est un sacré programme. Oui. Et ça amène une dernière pensée, peut-être. Je t'écoute. Si l'argent, au fond, n'est qu'une idée, comme il le suggère, et si les règles du jeu financier sont différentes pour ceux qui les maîtrisent, est-ce qu'un simple changement dans notre façon de penser à l'argent pourrait ouvrir des portes, révéler des opportunités qu'on ne voyait pas avant, même en partant de pas grand-chose? C'est une bonne question à laisser mûrir.